Info, Manuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Alors député, pourquoi faire? Mais d'abord parce que notre circonscription, comme notre pays, est confrontée, je crois, à une triple crise. Crise sociale avec le chômage qui atteint des records, crise écologique avec un sujet, la transition écologique autour duquel on ne peut plus tourner aujourd'hui, crise démocratique quand on voit l'abstention, notamment dans les quartiers populaires de notre circonscription. Et si l'élection présidentielle a permis d'élire un président de la République, je crois qu'elle n'a pas permis de trancher les grandes questions auxquelles est confronté notre pays et que c'est l'objectif de ces élections législatives. Il s'agit de déterminer quelle majorité va gouverner le pays dans les 5 années qui viennent. Pour ma part, je défends dans cette élection le programme L'Avenir en commun, qui est le programme qu'a porté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui a fait 7 millions de voix. Et je pense qu'on peut être majoritaire et appliquer ce programme. Dans l'hypothèse où on est majoritaire, je mettrai donc en œuvre des réponses à ces urgences sociales, écologiques, démocratiques. Dans l'hypothèse où nous ne sommes pas, je combattrai les mauvais coups de M. Macron qui s'apprête à faire, que ce soit sur la loi travail, que ce soit sur l'augmentation de la CSG, une augmentation de 300 € par an pour des retraités qui gagnent aujourd'hui 1 200 € par mois, que ce soit sur l'impôt sur la fortune, je pense qu'on va y venir sur le débat. Donc bien sûr, l'objectif d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir lutter contre les mauvais coups de M. Macron. La priorité de Emmanuel Macron. On ne peut pas décréter qu'on est effectivement pro-majorité présidentielle en attaquant dès le départ sur les tout premiers points concernant l'emploi. Moi, je pense que baisser le coût du travail, donc baisser les cotisations sociales pour favoriser les embauches et être plus compétitif, c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter. Pas le code du travail. Est-ce que vous entendez la réaction de Borget qui dit « touche pas à mon code du travail ». Bien sûr. Ça, vous non, mais parce que pour faire ça, il va falloir toucher au code du travail. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, on est sur les très petites et moyennes entreprises. C'est 94% de notre tissu économique ici en Occitanie. Il faut arrêter de confondre tous les patrons. La plupart veulent de la croissance et créer de l'emploi. Il va falloir simplifier les démarches administratives. Il va falloir réduire les charges, en particulier sur les salaires, etc. Attribuer une place centrale à la négociation au sein de l'entreprise. Modifier le barème des prud'hommes. Tout ça, c'est nécessaire pour... C'est le nerf de tout le combat, là. Le levier, comme on a le utilisé levier le terme. est alléger et libérer l'emploi qui ne demande qu'à s'exprimer. Manuel Bompard. Moi, je crois à l'inverse, en fait. Je pense que là, vous affirmez quelque chose qui est que réduire le code du travail ou le détruire le code du travail. J'ai pas dit détruire le code du travail. Va permettre de créer de l'emploi. Sauf que j'ai pas dit détruire le code du travail. Où est-ce que vous avez entendu ça? J'ai dit que le code du travail, il fait 3809 pages. Oui. La loi doit évoluer avec la société, c'est tout. Il y a du télétravail. Non, mais là, c'est un mot. Ne vous arrêtez pas sur le mot, alors. Ne vous arrêtez pas sur le mot. Ne dites pas détruire, Vous voulez remettre en cause le droit du travail et je veux le rajeunir. Bon, si vous voulez, on va faire un débat sur les mots, mais je pense que le fond de votre politique est connu. Détruire et rajeunir, c'est pas du tout pareil. Vous considérez que c'est en baissant... Ah, mais si vous ne me laissez pas parler, ça va être difficile. Non, mais commencez pas par des mots qui sont complètement Vous considérez qu'en baissant le coût du travail, finalement, on va créer de l'emploi. Je vous dis, très bien, mais ça, c'est une affirmation. Or, la politique qui a été mise en place ces dernières années, qui s'inscrivait dans la même logique, notamment le crédit impôt compétitivité emploi, n'a pas créé les emplois qui avaient été annoncés, y compris par le MEDEF. Or, moi, je considère qu'il faut faire quelque chose de tout à fait différent, qu'il faut au contraire investir de l'argent public pour relancer la machine économique qui est aujourd'hui à l'arrêt. Nous, on propose un plan d'investissement de 100 milliards d'euros par l'emprunt pour investir dans la transition écologique, dans le numérique, dans l'économie de la mer. Je pense qu'il faut partager le travail parce que du travail aujourd'hui, des chômeurs, il y en a beaucoup. Donc partageons le travail, travaillons moins pour travailler tous. Partageons le travail dans la semaine en appliquant réellement les 35 heures. Partageons le travail dans l'année en instaurant une 6e semaine de congés payés. Partageons le travail dans la vie avec la retraite à 60 ans. Or, c'est l'inverse que vous voulez faire puisque dans le projet de réforme de la loi travail que vous proposez notamment de revenir sur la taxation des heures supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez en fait allonger la durée du travail pour les citoyens. Je pense que c'est pas une bonne solution. Je respecte tout à fait votre parcours, mais ce qui m'intéresse, c'est la politique que vous voulez mettre en œuvre. Et celle-là, par contre, je ne suis pas d'accord avec. Vous parlez à juste titre des difficultés des petites entreprises. Vous savez, ici autour de la table, il y a beaucoup de gens qui connaissent la vie réelle. Pour ma part, je travaille dans une petite entreprise dans la circonscription. Je ne crois pas être un professionnel de la politique. Mais j'ai jamais dit ça. Mais si vous voulez répondre à la question, si vous voulez répondre à la question des problèmes des petites entreprises, notamment dans l'accès au crédit, moi je vous dis par exemple, on met en place un pôle public bancaire, voilà, une licence bancaire pour la banque publique d'investissement pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse permettre, oui, mais elle n'a pas de licence bancaire aujourd'hui, vous le savez, pour qu'elle puisse faire je propose par exemple de financer par la puissance publique ce qu'on appelle l'escompte des petites entreprises. Mais bien sûr, voilà, on peut faire des choses. Non, mais ne me dites pas, vous n'apportez pas de réponse concrète.
Alors, on vient de parler emploi. Alors, pour ce second débat, qui va porter donc sur la politique de la ville, celui du taux de chômage dans les quartiers de Bagatelle, La Faouette, Papus et Ampalo. Il est de 32,5%. Alors, que fait-on face à ce chiffre? Que fait-on? Est-ce qu'on continue d'activer les dispositifs qui sont mis en place actuellement ou est-ce qu'on en invente de nouveaux, Manuel Bompard? Sur l'emploi, c'était l'objet de notre premier temps de discussion. Il faut créer des emplois. Et plus particulièrement sur ces quartiers. Ensuite, dans les quartiers populaires dont on parle, et notamment les quartiers populaires de notre circonscription, d'abord, il y a effectivement des gens qui sont en recherche d'emploi. J'ai essayé de présenter comment je proposais de créer des emplois dans ce pays. Il y a aussi des gens qui ont un emploi, mais qui ont des rémunérations trop basses. Il faut augmenter les salaires. Et pour ceux qui n'en ont pas, là, on est sur la question du chômage. Ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je vous dis, investir 100 milliards d'euros, partager l'emploi. Dans notre circonscription, nous avons un investir, hôpital. C'est-à-dire de la commande publique pour que les entreprises PME, TPE locales puissent travailler. Bien sûr, il faut investir de l'argent public, il faut redynamiser les services publics. Mais l'Europe interdit les clauses de préférence locale. Non mais attendez, moi je suis favorable et je défends un programme qui consiste à la désobéissance avec les traités européens, je m'en cache pas. Je pense qu'il faut remettre en cause la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, qui nous amène dans le mur, et je pense qu'il faut renégocier les traités un par un, et pour ça il faut ce que nous avons appelé le plan A et le plan B, c'est-à-dire l'idée que on négocie avec nos partenaires européens la remise en cause des traités, notamment qui interdisent l'investissement public, qui empêchent effectivement l'investissement public, et dans l'hypothèse où ça ne fonctionnerait pas, on utilise le rapport de force pour construire un autre partenariat européen avec d'autres pays. Donc, mais là, on est parti un peu loin du sujet. Donc, il faut investir de l'argent public. Il faut le faire aussi dans les services publics. On a dans notre circonscription un hôpital, par exemple, qui est aujourd'hui sous-doté en effectifs. Quand vous allez à l'hôpital à Rangueil aujourd'hui, c'est difficile pour les personnels. Il faut donc embaucher des personnels. Il faut remettre des services publics dans les quartiers populaires et embaucher également. Et puis, nous, on propose un dispositif qui s'appelle l'État employeur en dernier ressort, qui est une manière qui a été expérimentée par des associations, notamment ATD Quart Monde, et qui consiste à faire en sorte que le chômage de longue durée soit résorbé par le fait qu'en dernier ressort, l'État propose un emploi dans le sens de l'intérêt général pour ceux qui n'arriveraient pas à en trouver un. Vous allez faire plaisir à Emmanuel Bompard sur la sortie du nucléaire, parce que c'est vraiment ce qu'il met dans son dans programme. 50 ans. Y compris sur l'idée de planifier. Moi, je suis d'accord avec madame sur le fait que la transition écologique, il faut la planifier dans le temps. On changera pas, on va pas faire le 100% d'énergie renouvelable que l'on propose demain. Et nous, on propose de fixer un objectif 2050 pour organiser la transition énergétique vers le 100% d'énergie renouvelable. On le fera en développant et en montant en puissance les énergies renouvelables, on en a parlé tout à l'heure, ça créera de l'emploi. On le fera aussi avec des politiques de rénovation thermique des bâtiments qui ont un impact à la fois écologique et à la fois social. Parce qu'aujourd'hui, c'est les personnes les plus modestes qui payent les factures d'électricité, les factures de gaz les plus importantes. Parce on vient de parler des quartiers populaires où il y a énormément de bâtiments rénovés. Oui, mais j'ai pas dit qu'on n'était pas tous d'accord, madame. Sauf que quand on parle de rénovation des bâtiments, on va parler aussi de rénovation phonique des bâtiments dans les quartiers populaires dont on parle, puisqu'ils sont survolés par le couloir aérien. Exactement. Et là, on peut sans doute avoir tous les bonnes intentions. Après, il y a la réalité des politiques qui ont été mises en place. Dans le dernier quinquennat, M. Montebourg a enclenché la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qu'a terminé M. Macron. Depuis la privatisation de l'aéroport, il y a eu une augmentation du trafic aérien de 18%. Mais c'est pas vrai, il y a aujourd'hui, bien sûr que c'est vrai, c'est un chiffre totalement vous consulterez toutes les études et si vous voulez, les gens qui nous écoutent le vérifieront sur Internet. Nous avons 21 vols de nuit aujourd'hui dans notre circonscription. Est-ce que vous êtes favorable à interdire les vols de nuit? Est-ce que vous êtes favorable à revenir sur la privatisation de l'aéroport? Parce que là, c'est concret. Là, c'est pas mais je vais la laisser répondre, mais je vais aller quand même au bout. Et là, c'est concret. C'est pas juste des bonnes intentions, c'est des politiques réelles. Et dernière chose, et ensuite je vous laisse répondre parce que j'aimerais bien juste pouvoir aussi développer mon propos jusqu'au bout. Je pense qu'il faut relocaliser l'activité économique. Il faut faire en sorte d'arrêter ce truc hallucinant qui est que des marchandises font 3 fois le tour de la planète avant de venir dans le magasin à côté de chez nous. Relocaliser l'activité économique, c'est les circuits courts. C'est empêcher le CETA et le TAFTA que M. Macron veut entériner, qui au contraire consiste à supprimer les traités de commerce, libre-échange, qui consiste au contraire à supprimer toutes les normes sociales et les normes environnementales. Donc vous voyez, l'écologie, on a tous sans doute des bonnes intentions sur le sujet, mais ensuite il y a la réalité des politiques mises en œuvre. Bon, répondez en 2-3 phrases, Sandrine Merck, sur le local, je veux dire, le fret SNCF qui fait 100 000 semi-bennes par an. Sur les vols de nuit. Non, attendez, on ne repart pas dans un inventaire parce que non, Christophe Bourget n'a pas encore parlé. Répondez à sa question sur le vol de nuit.
je répondrai quand même sur les belles. Ensuite, on le laisse vol parler de Christophe nuit, ça Borgel. fait partie exactement des choses sur lesquelles j'ai envie d'intervenir parce que c'est pas pensable que des gens ne puissent pas dormir dans des faisceaux horaires qui sont de plus en plus réduits. C'est tout. La privation de l'aéroport, voilà. Mais parce que ça en est la conséquence, madame. Mais non, parce que si l'aéroport est ça n'a rien privatisé, à vous voir, ne vous pouvez mélangez plus. tout. Vous ne pouvez. Bah non, mais je vous mélange pas tout. mélangez tout. À partir du moment où vous avez un pouvoir d'intervention, Emmanuel Macron l'a sur le fait. sujet Je de l'écologie. Pourquoi pas plus de moyens pour nos universités? Ben, je me pose la même question. En tout cas, moi, je suis favorable à ce qu'on mette davantage de moyens pour l'université. Nous, on propose dans le programme un doublement du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche en 5 ans, et notamment de prendre en charge par la puissance publique la gratuité de l'université, parce que une des difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les étudiants, c'est l'explosion des frais d'entrée à l'université. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous l'avez dit dans l'introduction, de plus en plus d'étudiants sont obligés de travailler en même temps qu'ils font leurs études, et tout le monde sait que ça remet en cause leur capacité à aller au bout de leurs études. Nous, on est favorable donc à une allocation d'autonomie de 800 € par mois pour les jeunes entre 18 et 25 ans, et qui serait versée pendant 3 ans sous conditions de ressources, et puis bien sûr sous réserve que ça soit associé à une formation qualifiante. Et enfin, troisième problème auquel sont confrontés les étudiants, c'est la question du logement. Et donc il faut construire davantage de logements étudiants. Nous sommes favorables à construire 15 000 logements étudiants supplémentaires par an, de telle sorte à ce que, enfin, les étudiants dans ce pays puissent étudier dans des bonnes conditions. Non, mais juste parce qu'on est passé aussi sur d'autres sujets, et c'est l'objectif du débat de balayer large, mais je trouve qu'il y a une difficulté, parce que là vous revenez de nous reparler du parcours de votre suppléant, qui est sans doute très respectable, mais à chaque fois il y a quand même une contradiction entre vos intentions, qui sont sans doute très bonnes, et la réalité de la politique que vous soutenez. Là on parle concrètement de la politique des universités, on parle de la santé. Vous supprimez 120 000 postes de fonctionnaires. Où vous allez les chercher? Dans notre circonscription, il y a une école à Rangueil, l'école maternelle. Il y a une 4e classe qui va être supprimée. Pourquoi? Parce qu'avec le dispositif de M. Macron, on allait concentrer plus d'élèves par classe, ce que je trouve bien, hein, mais sauf que ça se fait pas. Sauf que ça se fait au détriment. Bien sûr que c'est pour ça, et vous le savez très bien. Sauf que ça se fait au détriment des écoles, parce que vous voulez supprimer, moi aussi, monsieur, vous voulez supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Où allez-vous les chercher? Telle est ma question. Ce que propose Emmanuel Macron, et c'est aussi pour ça que j'ai été complètement séduite, c'est les 12 élèves par classe en CP et en CE1 dans nos écoles, dans nos 5 écoles de REP et REP+. Voilà, c'est tout. C'est Maurice Bécane, c'est Stendhal, il y a des enseignements spécialisés, il y a les RASAG. Vous répondez pas à ma question, madame. Le collège est en REP. Madame, vous répondez pas à ma question. Non, je comprends très bien ce que vous me dites, simplement que le je vous dis que ça se fait au détriment des autres écoles. De toute façon, vous allez trouver l'argent où? Vous me faites trop rire. Eh ben, de l'argent, il y en a beaucoup. Vous voulez qu'on aille la chercher entre 60 et 80 dans les milliards dans l'évasion fiscale, 20 milliards d'euros du pacte de responsabilité, on peut les récupérer, non? Ben non, c'est pas facile, ils existent. Vous savez quoi? Sur le campus de Rangueil, il y a un projet de construction de logements. Voilà, il y en a 80 000 au niveau de l'État. Il y en a sur le logement pour le Rangueil. Et vous ne me dites pas où vous allez chercher les postes de fonctionnaires quand même? Dans l'école, parce que là, vous êtes en train de me dire, on va donner plus de moyens à l'université, plus de moyens à la santé, plus de moyens à l'éducation, la police de proximité, mais à la fin vous nous dites, à la fin on va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Vous allez aller les chercher. La vérité, il faut que les gens le sachent, c'est que vous allez réduire le nombre de postes d'enseignants, vous allez réduire les moyens de l'hôpital public, vous allez réduire les moyens de l'université. Et les gens vont beaucoup souffrir. Christophe Borgel. Rapidement, on arrive. Pour terminer ce tour de table et cette conclusion, vous avez la parole, Manuel Bompard, pour nous dire quelle serait votre priorité si vous étiez élu député. Toujours difficile de choisir une priorité, mais je vais dire la lutte contre le chômage et le partage des richesses. Dans notre circonscription, comme dans le pays de manière générale, il y a de l'énergie, du dynamisme, des gens bien éduqués. Il y a des ressources pour amener notre pays de l'avant. Et je pense qu'il faut créer de l'emploi. C'est assez insupportable de voir tous ces gens qui sont en recherche d'emploi, qui ont du mal, que M. Macron veut contrôler, alors qu'en réalité, ils cherchent tous un emploi parce qu'ils ont tous envie de travailler, les gens dans ce pays. Et le partage de la richesse. Le partage de la richesse avec la réforme fiscale qu'on nous avait promis, qui n'a jamais eu lieu, qu'il faut mettre en œuvre. Et pour ma part, je suis favorable à une réforme qui permet à un impôt d'être réellement progressif, de chacun contribuer à hauteur de ses moyens, et que 92% des citoyens payent autant ou moins d'impôts qu'aujourd'hui, qu'on taxe vraiment les plus riches dans ce pays, à l'inverse de ce que veut faire M. Macron, qui veut supprimer la moitié de l'impôt sur la fortune. Donc voilà, deux logiques différentes, et je pense que les citoyens pourront se prononcer dimanche en connaissance de cause.